Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, quelles sont les 5 raisons qui expliquent le vote de notre groupe ? Eh bien, une première critique concerne les modalités d'examen du PLF 2021 qui sont inacceptables, ainsi que l'affaiblissement du rôle du Parlement. Dans son immense bonté, le gouvernement a initialement accordé 2 jours à la commission des finances pour examiner la première partie du projet de loi de finances. Délai porté à 4 jours suite aux protestations écrites du président de la commission des finances. Nous avons ainsi travaillé dans des conditions et des délais trop contraints. Certains points, parfois d'ampleur, ont été abordés par des amendements du gouvernement déposés à la dernière minute. Je n'en citerai qu'un, un petit amendement pour renégocier les tarifs de certains contrats d'achat d'électricité photovoltaïque, déposé un samedi vers 13h et examiné en séance publique le mardi suivant, sans étude d'impact, sans évaluation ni économique ni sociale. Finalement, pourquoi, monsieur le ministre, ne pas remplacer le Parlement par un énième conseil de défense budgétaire ? Le président semble privilégier de tels cénacles. Cela aurait le mérite de la rapidité, plutôt que de passer plusieurs jours et plusieurs nuits à l'Assemblée nationale. Quant au respect d'une démocratie parlementaire, c'est probablement une problématique qui relève de l'ancien monde. Seconde critique, ce budget constitue une épée de Damoclès sur les finances publiques. Lors de la discussion générale en ouverture de l'examen du budget 2021, je vous parlais d'incertitudes. Celles-ci sont depuis muées en inquiétudes graves. C'est notamment le cas de la soutenabilité de notre dette publique. En 2021, elle atteindra 120% du PIB. Ce n'est que 500 milliards d'euros de plus que la trajectoire dessinée en loi de programmation des finances publiques. La situation deviendra intenable pour vos successeurs, monsieur le ministre, en cas de remontée des taux d'intérêt, ce qui finira bien par arriver. Tout n'est pas imputable à la crise actuelle. Ainsi, notre déficit structurel, c'est-à-dire sans tenir compte de l'impact de la conjoncture, est supérieur en 2021, dans vos estimations, à 3,6% du PIB. Mais où sont les économies structurelles, monsieur le ministre ? Autre indicateur qui donne le tournis. L'État se finance cette année par un endettement brut de 260 milliards, un montant quasiment égal à celui que représente le produit de l'ensemble des impôts revenant à l'État, 271 milliards. Troisième critique, votre plan de relance à 100 milliards est largement un effet d'annonce. J'en viens aux effets d'annonce de la majorité sur un plan de relance qui afficherait 100 milliards d'euros. Ce montant global est tout à fait à relativiser. Dans ces 100 milliards, on trouve pêle-mêle 15 milliards d'euros de mesures déjà engagées, notamment en 2020, à travers, par exemple, la recapitalisation de la CNCF et le soutien aux collectivités territoriales pour plus de 4 milliards d'euros chacun. Vous y ajoutez 14,9 milliards de mesures sans effet sur le déficit public, parce qu'elles ne constituent pas des dépenses publiques immédiates, prise de participation, garantie ou prêt, ou parce qu'elles sont portées par Bpifrance ou la Banque des Territoires. S'y ajoutent les 10 milliards d'euros de baisse des impôts de production, mesure que nous approuvons, qui constitue une mesure de compétitivité et pas du tout une relance. Bref, vous mélangez allègrement les choux et les carottes. En définitive, ce sont 22 milliards en 2021 qui seront payés au titre du plan de relance. Une quatrième critique concerne une relance écologique sans les collectivités territoriales. Venons-en aux priorités du plan de relance. La dimension environnementale est mise en avant, mais si des progrès sont à souligner, nous sommes loin du pas de géant annoncé par le Premier ministre. Certes, nous nous réjouissons de l'élargissement du dispositif MaPrimeRénov' pour accélérer le mouvement de rénovation thermique, mais si nous regrettons que le dispositif de soutien à la construction ne soit pas à la hauteur. Une remarque. Aujourd'hui, les collectivités locales portent 52% de l'investissement lié à la transition écologique, dans des secteurs aussi structurants que les transports en commun, la gestion des déchets, le traitement de l'eau potable, pour prendre quelques exemples. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous créer la confiance alors même que les incertitudes liées aux ressources des collectivités locales et surtout à la chute de leur autofinancement sont majeures ? Dernière critique, la faiblesse du volet social de ce texte. L'insuffisance de mesures de solidarité visant à protéger les Français les plus fragilisés est manifeste. Des dispositifs ont été mis en place, certes. Je pense au chômage partiel qui a constitué un filet de sécurité pour les salariés, mais en CDI.
Et je n'oublie pas non plus que vous avez un peu corrigé le tir fin octobre avec 19 mesures de solidarité complémentaires. Et ces dernières restent insuffisantes compte tenu du durcissement des contraintes sanitaires et de l'installation durable du chômage et de la précarité. Certains publics risquent de basculer dans la pauvreté. Le Secours catholique estime, dans sa dernière estimation, que près de 10 millions de Français, c'est-à-dire 16% de la population française, sera en dessous du seuil de pauvreté. L'urgence commande aujourd'hui de reconduire les principaux dispositifs de soutien jusqu'au printemps, tout en redimensionnant les mesures visant à renforcer les fonds propres des entreprises et à soutenir les ménages les plus vulnérables. Au début de l'examen de ce budget, je vous ai indiqué, monsieur le ministre, que nous l'évaluerions à l'aune de sa capacité à rétablir la confiance. Vous comprendrez donc aisément les raisons qui poussent la quasi-totalité des membres de notre groupe Libertés et Territoires à voter contre ce projet de loi de finances initiale pour 2021. Merci.